Bonjour, le congrès de l'ASCO, l'association américaine de lutte contre le cancer, s'est terminé début juin avec la constatation unanime que l'innovation thérapeutique était en train de révolutionner le traitement de nombreuses affections cancéreuses. Mais l'euphorie des chercheurs, là aussi unanimement, a été douchée par la difficulté d'accession à ces traitements. Pas uniquement pour des questions de coût, mais aussi en raison d'un rigorisme des autorités de santé peut-être excessif et qui se traduit par une réglementation trop rigide et surtout d'évolution beaucoup trop lente. L'innovation thérapeutique irait-elle trop vite pour les institutions ? Certaines spécialités vivent des heures éthiquement délicates face à des patients qui ne peuvent pas ou plus bénéficier de traitements qui pourtant ont encore fait leurs preuves lors de ce congrès. Alors, deux médecins présents à l'ASCO, tous deux chefs de service, nous ont alertés, deux spécialistes des cancers de la vessie, le professeur Thierry Lebray, qui est chef de service d'urologie à l'hôpital Foch à Suresnes, et le professeur Stéphane Oudard, chef de service d'oncologie à l'hôpital européen Georges Pompidou de Paris. Bonjour messieurs. Bonsoir. Tout d'abord, soyez remerciés d'avoir provoqué cette émission spéciale. La médecine de pointe en est là, à alerter les médias, Thierry Lebray ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a une innovation thérapeutique dans un cancer comme le cancer de la vessie qui a un pronostic mauvais, il faut prononcer le mot mauvais, un sombre pronostic, dès qu'il y a un frémissement ou dès qu'il y a une innovation thérapeutique, eh bien, les médecins que nous sommes essayons d'avoir accès à cette innovation pour pouvoir mieux traiter les patients et pour pouvoir gagner quelques mois, quelques semaines, quelques années parfois de vie et surtout en conservant une qualité de vie. Alors à chaque fois qu'on a une innovation thérapeutique, eh bien, on est effectivement dans l'urgence pour essayer d'avoir cette innovation à notre portée et en faire bénéficier les patients. Et le but, ce n'est pas aujourd'hui ni de condamner ni de rechercher des fautes ou des manquements, mais simplement d'essayer de motiver l'ensemble du corps médical, des autorités, des patients, pour que la France puisse avoir accès à ces médicaments. Ma question était un petit peu ça, mais surtout de dire, apparemment, toutes les solutions ne marchent pas formidables, puisque vous en êtes à vouloir dire, il faut qu'on mette ça sur la place publique. Ben, on a envie de crier un petit peu pour réveiller tout le monde et pour essayer effectivement d'activer les choses et d'avoir accès à ces thérapeutiques qui sont déjà outre-Atlantique et que pour l'instant nous n'avons pas en France. Alors Stéphane Oudard, vous, la révolution thérapeutique, elle est indéniable. Vous êtes un grand oncologue, un spécialiste du cancer. Quand vous arrivez dans un congrès comme ça, c'est formidable ce qui se passe. Oui, c'est vrai que c'est totalement formidable. On le voit donc au quotidien, notamment au congrès de l'ASCO, c'est que notamment l'immunothérapie perce dans toutes les pathologies, dont dans le cancer de la vessie. Et on sait, comme l'a dit le professeur Lebray, que c'est une maladie qui est assez défavorable sur le plan du pronostic. Les patients, lorsqu'ils sont métastatiques, ont peu de chances de survie. Que là, l'immunothérapie, véritablement, c'est un tournant thérapeutique au quotidien pour ces patients. Alors oui. On assiste à beaucoup de présentations donc orales à ces congrès-là. Et lorsqu'on rentre en France, malheureusement, on ne peut pas utiliser ces molécules. Donc le titre « Révolution thérapeutique » ou « Perte de chance pour les patients », les deux se... C'est révolution thérapeutique et perte de chance pour les patients, donc au jour d'aujourd'hui. Deux hommes en colère ? Je pense que la colère n'est pas positif. C'est deux hommes qui, au quotidien, ont envie de pouvoir avoir accès à cette innovation thérapeutique. Alors c'est vrai que notre énergie, on la met pour justement essayer de faire bouger les choses et vaincre toutes les barrières qui nous empêchent d'arriver à cette innovation. J'ai dit deux hommes en colère, vous avez répondu pour Stéphane Oudard, qui lui m'a semblé, quand je l'ai rencontré là-bas, quand même assez en colère. Alors, en colère pour les patients, c'est vrai que quand on a un patient en face de soi et qu'on lui dit malheureusement, je ne peux pas vous procurer cette molécule-là, disons qu'on se dit qu'on va être tenace pour essayer de contrecarrer tout ça et pouvoir leur donner accès bientôt à ces thérapeutiques. Alors, pour comprendre la situation, nous avons un exemple très pratique dans votre domaine, Stéphane Oudard, et vous aussi, Thierry Lebray, qui va nous permettre vraiment de prendre la mesure du problème. Nos équipes ont rencontré Catherine Assema, une patiente qui a du mal à comprendre pourquoi sa vie n'a tenu qu'à une décision administrative, dans le bon sens pour elle. Aujourd'hui, je vais bien. Aujourd'hui, je suis contente. Je n'ai pas récupéré 100%, mais je vais bien.
Catherine Assema a repris espoir, mais ce n'était pas le cas en janvier 2017, lorsqu'on lui a découvert un cancer de la vessie à un stade avancé avec des métastases osseuses. Une intervention chirurgicale était impossible et, après l'échec d'une chimiothérapie, elle a pu bénéficier de l'immunothérapie qui venait d'être validée dans cette indication. J'ai eu la chance d'être une des premières patientes bénéficiaires de l'immunothérapie dans le domaine public. J'ai reçu ma première injection au mois de décembre et j'ose dire qu'il était urgent pour moi, enfin au résultat actuel, il était urgent que j'ai ce médicament parce que j'étais vraiment en très mauvais état. 9 semaines après, on a pu faire un premier scanner pour vérifier. Il y avait 41%, puisqu'on compte en pourcentage, 41% de réussite sur l'ensemble des tumeurs. Mais c'est surtout que j'avais récupéré une vie normale, j'avais récupéré une autonomie totale. Si j'étais restée dans l'état où j'étais au mois de décembre, sans cet outil-là, sans ce médicament-là, je pense qu'aujourd'hui je serais morte. Je suis inquiète parce que la maladie n'est pas terminée. Les derniers examens, c'était à peine au-delà de 50%. Donc je sais que je suis porteuse d'une maladie qui est un peu disséminée dans tout l'organisme. Donc ça va être long pour l'éradiquer complètement. Peut-être même que je serai toujours porteuse de la maladie. Donc là, on dit que ce médicament ne va plus être sur le marché. Si vous voulez, moi je suis tellement contente de voir comment ce médicament m'a été bénéfique que j'ose même pas imaginer qu'on ne puisse pas continuer à s'en servir. Alors, on nous dit que c'est une question de coût, on nous dit que c'est une question de résultat, et j'ai un peu de mal à imaginer qu'on puisse n'avoir que ce mot-là. Il n'y a aucune raison de s'arrêter au milieu du gué, j'oserais dire. Si on ne permet pas à quelqu'un de vivre alors qu'on a un outil qui permet de le faire, oui, on le condamne. Moi, j'ai senti une forme de... le terme lui plairait peut-être pas, mais une forme de désarroi auprès de l'équipe, dans l'équipe médicale. On leur retirait un outil qui fonctionnait. Alors mes proches ont été abasourdis pour commencer. La première qui l'a su, c'est ma sœur qui m'a beaucoup accompagnée, qui m'a vue, à 2 pas de passer de l'autre côté à un moment donné. Elle était tellement révoltée qu'elle ne savait pas si elle devait me le dire. Mon mari est très introverti, donc il dit pas grand-chose, mais il est très en colère. Et objectivement, si ça devait ne plus être vendu en France, je pense que, je sais pas, il y aurait une forme de solidarité familiale qui casserait toutes les tirelires pour essayer d'aller le chercher ailleurs. Dans ma vie, j'ai milité pour des tas de choses, mais là, ça me donne un peu envie de reprendre du militantisme et de faire quelque chose. Je pense qu'Agnès Buzyn a d'autres choses à faire en ce moment, mais là, je pense qu'il est urgent de la saisir et peut-être de la saisir directement. Madame la ministre, s'il vous plaît, penchez-vous sur ce dossier de l'accès aux médicaments innovants qui soignent les patients, car il y a des vies à sauver et des vies à sauver vite. Il y a tout dans ce témoignage, l'enthousiasme, l'envie de vivre, de se battre, la colère, y compris familiale, et l'appel à Agnès Buzyn. Alors, je ne connais pas cette patiente, mais si c'était un cas unique, on ne pourrait pas conclure. Aujourd'hui, ces patientes qui n'ont pas répondu à la chimiothérapie de première ligne et qui se retrouvent dans cette situation où il y a peu d'espoir, eh bien, il y en a un certain nombre, 25-30%, qui vont avoir un résultat extrêmement positif. Et c'est l'histoire que nous narre cette patiente, c'est-à-dire un désespoir qui était au pied du lit avec effectivement cette maladie qui progressait et puis cette immunothérapie qui a réveillé sa défense et qui a lui permis de rejeter cette maladie. C'est un cas, mais il y en a bien d'autres et c'est pour cette raison qu'on se bat. Stéphane Oudard, je suppose que vous étiez un peu ému de voir ce témoignage. Tout à fait, je n'avais pas eu le reportage avant et en fait c'est une patiente formidable, vraiment c'est une combattante. Elle se bat pour sa maladie, contre sa maladie, et vraiment, donc, elle est transformée, on le voit bien sur le reportage ici. Elle était au bord, en fait, de passer l'arme à gauche, si je puis dire, et là, elle a repris son activité, elle a repris son travail, etc. Alors, elle s'est remise dans la société, donc elle est... Catherine arrive aujourd'hui dans votre service avec ce qu'elle avait il y a 6 mois, il se passe quoi ? Et bien là, je suis bien obligé de lui dire que malheureusement, je n'ai pas de traitement donc, à ma disposition, j'ai que de la chimiothérapie, des traitements classiques. Donc elle est condamnée ? Donc elle est condamnée. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas avoir accès à l'immunothérapie. Donc pour moi, donc, elle n'est pas
condamné en tant que tel parce que j'essaierai de faire autre chose, mais par rapport aux traitements qui ont fait office d'efficacité, comme l'a dit donc le professeur Lebray, 25% de réponses avec des patients qui sont très longs répondeurs, malheureusement, je ne pourrais pas donner accès à ces traitements-là. Le cas s'est produit depuis que vous avez traité Catherine? Alors, il y a eu 2 cas déjà, et c'est vrai qu'elle présente en fait ce désarroi qu'on a au quotidien, et c'est compliqué. Donc, quand elle parle de désarroi, elle a senti du désarroi chez vous, elle dit « j'ai peur que ça le vexe », mais non, c'est exactement ce qui se passait. C'est la réalité. Mais alors, vous leur dites quoi aux patients? Thierry Lebray, ça vous arrive? On essaye de faire de la pédagogie et on essaye de transmettre un message qui n'est pas simple, c'est-à-dire on a des produits qui pourraient être utilisés et par des mesures, et encore une fois, il n'est pas question d'accuser qui que ce soit, par des mesures souvent administratives, eh bien, on n'arrive pas à avoir accès à ces produits qui, il faut l'admettre, sont des produits très onéreux et qui nécessitent effectivement que toute la nation les prenne en charge. Alors Catherine, elle dit je vais casser la tirelire, aller acheter le médicament, c'est pas si simple que ça. Non, là on est, je pense qu'on est dans l'émotion et c'est pas une source d'inspiration. Je pense que c'est totalement impossible d'imaginer casser la tirelire et d'avoir une médecine à 2 vitesses. C'est pas du tout vers là où on va aller et c'est surtout ce qu'il faut combattre. Aujourd'hui, il faut, lorsqu'il y a une innovation thérapeutique, d'abord être certain qu'il y a un bénéfice pour le patient, qu'il y a une innocuité et qu'on ne prend pas de risque. Et la deuxième chose, il faut avoir accès pour les patients à ce médicament, quels que soient les revenus, quelles que soient les conditions, et c'est au médecin de faire le bon tri par rapport au diagnostic. Hors de question de faire une médecine à 2 vitesses comme on a pu nous le promettre, Stéphane Houdard. Non, il y a hors de question de faire ça. Je crois que, en fait, c'est quand même un phénomène franco-français, parce qu'en France, pour l'instant, on n'a pas accès à ces molécules-là, mais si vous partez donc en Espagne, en Allemagne ou dans ces autres pays-là... C'est ce que font les gens, d'ailleurs? Il y en a certains qui, de ce fait, aujourd'hui, partent en Belgique ou dans d'autres pays pour récupérer... Soyons clairs, il faut donner des chiffres, parce qu'on pourrait penser que c'est un cas unique, ça concerne combien de personnes en France chaque année? Combien de personnes sont aujourd'hui dans cette situation dramatique et vont l'être cette année? Ça a été quantifié, c'est environ 2500 patients. 2500 personnes qui, si on est un peu brutal, vont décéder si on n'en fait pas quelque chose. Alors, c'est 2500 patients, mais tous ces patients ne vont pas répondre au traitement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut affiner la stratégie thérapeutique pour savoir quels sont les bons patients qui vont bénéficier de ce traitement-là. Et on sait qu'on a des marqueurs qu'on appelle PDL1. Si le patient exprime ce marqueur-là, donc il est plus sujet à répondre que d'autres. Mais sur ces 2500, il y en avait beaucoup qui ont ces marqueurs? Alors, je pense qu'il y en a environ 30%. 30%, donc 30% de gens qui ont... Alors, comment en est-on arrivé là? Les institutions, faut-elles la sourde oreille? Ce n'est pas le cas de l'Institut national du cancer. Le docteur Muriel Dahan est directrice de recommandation et du médicament à l'INCa. Elle est parfaitement consciente de la situation. Nous lui avons demandé son sentiment sur la perte de chance face à une innovation qui risque de ne pas atteindre les patients. De fait, nous sommes dans une période charnière où l'innovation va très vite et va plus vite que ce que nos systèmes administratifs et notre organisation pour permettre d'accéder au plus tôt aux molécules les plus efficaces tout en évitant des pertes de chance et des effets indésirables qui ne seraient pas maîtrisés. Ce système-là a été jusqu'à une période assez récente adapté pour offrir aux patients en temps et en heure les médicaments. Aujourd'hui, l'innovation va très vite et il faut que nos systèmes administratifs, nos systèmes institutionnels s'adaptent à cette dynamique pour ne pas avoir de retard et permettre, dès lors que scientifiquement on a la validité d'un traitement, d'un nouveau traitement pour une pathologie, qu'on puisse l'offrir à nos patients en attendant que la procédure administrative qui aboutit au prix administré et aux modalités d'accès aille à son terme, se déroule correctement. Mais pendant ce temps-là, il faut que nous permettions aux prescripteurs d'utiliser ces médicaments et aux patients, bien sûr, d'en bénéficier sans perte de chance. Il y
y a eu une complexification de ce système, puisqu'on a un mode de financement à l'hôpital qui est différent du mode de financement en ville, et ce système de liste en sus qui permet aux innovations d'être financées à l'euro, qui a été une très grande innovation, qui a permis justement une grande équité d'accès à tous les médicaments, qui aujourd'hui a été redéfini avec des nouvelles règles pour lesquelles nous avons des insatisfactions les uns et les autres, et donc il va falloir rediscuter, qu'on est en train de rediscuter et de redéfinir pour redonner à nouveau à la France cet aspect pionnier sur l'accès aux médicaments, que ce soit la première indication ou ce qui est la problématique actuelle, les extensions d'indication avec accord pour accès au marché et financement qui soit dimensionné et soutenable pour nos systèmes d'assurance maladie. Ouais, c'est clair, les choses doivent bouger. Muriel Dahan est volontaire. Est-ce que vous avez, vous, ce débat avec l'INCa, Thierry Lebret ? Alors on a un débat, une collaboration est très étroite avec l'INCa, et dernièrement aux journées d'onco-urologie médicale que l'Association française d'urologie organise, on a eu ce débat sur effectivement des problèmes administratifs. Parce que, Muriel Dahan le rappelait, ce problème de la liste en sus est un problème qui est purement administratif. Nous savons que le médicament est efficace, nous avons l'autorisation de mise sur le marché, le problème c'est le remboursement. Et ce remboursement, il n'y a pas de mauvaise volonté ni du ministère, ni de l'INCa, ni de la NSM, le problème c'est un problème administratif. Et donc il y a bien une mauvaise volonté quelque part quand même. La mauvaise volonté, elle est sur, un petit peu comme en justice, lorsqu'il y a une erreur de procédure. On est là en train de se dire, bah oui, mais on a relâché parce qu'il y a une erreur de procédure. Bah, c'est exactement la même chose. On a une erreur dans les textes. Ça ne serait pas grave si vous n'aviez pas précisé les conséquences de ça. Mais c'est pour cette raison qu'on a un sentiment de révolte, nous, avec le professeur Oudard, parce qu'on a la culpabilité de dire, si on ne fait rien, si on ne fait pas bouger les choses, eh bien, on ne pourra pas se regarder dans 1 an, dans 2 ans, parce qu'on n'aura pas fait cette action de mobiliser toutes les forces. Et on est sur un problème administratif. Il faut que ces médicaments qui sont efficaces, qu'on peut utiliser qu'avec l'autorisation de mise sur le marché, il faut qu'on puisse les faire rembourser de façon à pouvoir les donner aux patients qui en ont besoin. Si je caricature, c'est Courteline qui s'invite dans l'innovation thérapeutique. C'est un peu ça ? Oui, c'est un peu ça, oui. Tout à l'heure, on parlait des différents pays donc en Europe qui ont différentes régulations administratives. Justement, vous étiez à l'ASCO. Qu'est-ce qu'ils disent, vos collègues de l'étranger, quand vous parlez de tout ça ? Pour l'instant, la régulation est un petit peu différente et les règles sont différentes. Et voilà, maintenant, je pense que l'avantage, si je puis dire, de la France, c'est de pouvoir essayer de travailler sur comment sélectionner les patients au mieux, parce que c'est quand même des molécules qui sont chères, pour pouvoir proposer ces traitements-là aux bons patients. Oui, mais ce travail-là, il est fait quelque part en France. Mais on revient un petit peu sur l'étranger. Ce médicament-là, est-ce qu'il est disponible en Belgique, en Suisse ? Pour l'instant, il est disponible dans tous les pays de l'Europe. Ah oui. Voilà, un peu comme d'autres médicaments du reste, où la France est une exception. Il n'y a pas que ces médicaments dans la vessie, il y en a d'autres également dans d'autres pathologies, dans le poumon, dans la prostate, etc. Donc véritablement, il ne faut pas que la France s'isole trop, parce que sinon, ces patients risquent de partir, pour ceux qui ont les moyens, dans d'autres pays. Et puis en fait, ça paraît incroyable. Alors évidemment qu'on nous dise que les Allemands, les pays du Nord peuvent l'avoir, mais l'Espagne, l'Italie et surtout la Grèce, dont les économies ne sont pas florissantes, sont devant nous. Il y a quelque chose qui ne marche pas, Thierry Lebret. Il y a quelque chose qui ne marche pas, et c'est tout le sujet du débat de ce soir, c'est-à-dire où est le grain de sable et faisons-le sauter pour qu'on puisse avoir cet accès aux médicaments. Alors quand les autres pays nous regardent, il y a un paradoxe. On est probablement une des nations où le système français est mis en avant en disant vous avez de la chance, vous avez une sécurité sociale extraordinaire, vous avez des chercheurs qui sont splendides, vous avez une dynamique, vous avez les meilleurs spécialistes, et puis vous n'avez pas accès aux médicaments. Ah oui. Et c'est là où, effectivement, on a
une position qui est difficilement tenable. Alors, le grain de sable, on va essayer de le chercher. Bonjour Thierry Borsat. Bonjour. Vous êtes journaliste dans notre rédaction et vous avez enquêté et vous allez nous expliquer ce qu'est en France le trajet du médicament innovant, en particulier cette fameuse liste en sus, dont on commence à comprendre quel est le nœud du problème. Le trajet du médicament innovant entre l'obtention d'une AMM européenne et son remboursement, ça commence comment? Alors, le premier point, il faut souligner que les conditions de remboursement d'un médicament innovant, c'est un dispositif très encadré, qui a été défini par le gouvernement et qui doit, en théorie, favoriser justement l'accès à ce traitement qui est délivré à l'hôpital. Parce qu'il faut aussi préciser que dans le cas de ces médicaments, ce n'est pas le patient qui bénéficie d'un remboursement, c'est l'hôpital. Pour chaque séjour d'un patient, les établissements perçoivent de la sécurité sociale un paiement forfaitaire global qui couvre l'ensemble de leurs charges et l'achat des médicaments. Alors, lorsqu'il s'agit de traitements innovants et coûteux, l'intégralité du coût de ces médicaments leur est versée en plus. D'où l'appellation de cette liste de médicaments qui est appelée la liste en sus. Donc, si je comprends bien, être dans cette liste en sus, c'est avoir le sésame. Oui, parce que, comme on l'a dit, pour qu'un médicament soit inscrit sur cette liste, il faut que le parcours soit extrêmement balisé. Il y a d'abord, comme pour l'ensemble des médicaments, le temps de la recherche, le temps des essais précliniques et le temps des essais cliniques. Et c'est à l'issue de ce premier parcours qu'on arrive à la demande d'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire l'AMM, qui est accordée ou non par deux agences, une agence européenne, EMA, et une agence française, qui est l'Agence nationale de sécurité de médicaments, l'ANSM. Alors, une fois que l'autorisation de mise sur le marché est accordée, en revanche, c'est une autre structure, la Commission de transparence de la Haute Autorité de Santé, qui examine ce dossier, et elle évalue, elle, le service médical rendu ou l'amélioration du service médical rendu. Et c'est à partir de ces critères, et particulièrement celui de l'amélioration du service médical rendu, que l'innovation que représente un médicament est appréciée. Dites-moi, à ce niveau-là, vous êtes concertés, vous les spécialistes, les médecins, ou vous regardez ça se faire en coulisses ? Alors, on a des experts qui donnent leur avis sur la qualité scientifique des travaux qui sont publiés, sur les essais cliniques. Et il faut savoir que toute nouvelle molécule qui arrive sur le marché va être comparée au traitement standard. Et l'exemple qui vient d'être donné par Muriel Dahan est explicite. Aujourd'hui, on a une molécule qui fonctionne bien dans la vessie et qui a été comparée à une autre molécule qui est aujourd'hui en usage classique. Elle a donné un bénéfice. Et donc, on peut l'utiliser. Mais pour être utilisé et être mise sur la liste en sus, il aurait fallu que le comparateur soit également sur la liste en sus. C'est là le grain de sable, et pas plus. Okay. Et si on avait eu ça, eh bien, on aurait pu avoir le remboursement. Alors, vous voyez que c'est vraiment un grain de sable. On continue votre explication, Thierry Borsat. Alors, en effet, parce que pour être inscrit sur cette fameuse liste en sus, un médicament doit remplir 4 conditions. La première condition, c'est d'être majoritairement utilisé à l'hôpital, parce que sinon, en fait, il a vocation à être remboursé comme un médicament classique. La deuxième condition, c'est qu'il doit apporter un service médical rendu important, ce qui signifie qu'il doit avoir un bon rapport bénéfice-risque et qu'il doit permettre de lutter contre un problème de santé publique en soignant une maladie grave ou fréquente. Et la troisième condition, et c'est là qu'on en arrive à l'amélioration du service médical rendu, c'est qu'en apportant cette amélioration, par rapport à l'existant, le niveau de la SMR doit être un niveau important, majeur ou modéré, c'est-à-dire les niveaux de 1 à 3. Alors, il y a parfois une exception, dans le cas où l'amélioration du service médical rendu est considérée comme mineure, qui est le niveau 4, mais où le médicament traite une maladie pour laquelle il n'y a pas d'autre alternative. Donc, dans ce cas, si ce médicament présente un intérêt de santé publique, il peut être inscrit sur la liste en sus. Bon, c'est pas... Oui, excusez-moi. Et puis surtout, il y a une dernière condition, c'est que ce médicament pour que ce médicament soit inscrit sur la liste en sus, c'est que son coût soit supérieur de 30% au forfait classiquement versé à l'hôpital pour le séjour d'un patient, et donc ne puisse pas rentrer dans le montant de ce forfait. Bon, cette inscription à liste en sus, là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle se fait par indication. C'était ce qui s'est passé dans le cas de ce médicament pour la vessie. Oui, tout à fait, oui. Et pourquoi, donc, il a été dans la liste en sus, retiré de la liste en sus? C'est uniquement pour cette histoire de comparaison. Oui, le comparatif n'étant pas dans la liste en sus, eh bien, on n'avait pas la possibilité d'avoir ce remboursement, ou plutôt que les hôpitaux qui utilisent ce médicament soient remboursés. Et donc, il fallait qu'ils rentrent dans le forfait
de l'hospitalisation, qui ne peut bien sûr pas comprendre des molécules très onéreuses. Bon, c'est vrai qu'on peut retirer les médicaments de la liste en sus. Les médicaments peuvent arriver dans la liste en sus, ils peuvent aussi en être retirés. Alors, là, on est beaucoup plus gêné pour répondre. Pourquoi? Si c'était un cas, on pourrait se dire, et sans jeu de mots avec l'un cas, si c'était un cas, on pourrait dire, bon, bah, effectivement, il y a ce grain de sable, on l'enlève et ça passe. Mais on a, et aujourd'hui, depuis à peu près 5-6 ans, on s'aperçoit que, eh bien, on prend du retard. On a parlé du cancer de prostate avec, par exemple, le radium radioactif. On pourrait parler d'autres pathologies, le poumon. On pourrait parler également d'autres pathologies sur la prostate en dehors de ce radium radioactif, où l'accès n'est pas possible et où on prend du retard, même avec des pays, comme vous le rappelez, qui ont des PIB nettement inférieurs à celui de la France. Thierry Bourassa, vous avez enquêté, là. Est-ce que vous avez senti une gêne parmi les interlocuteurs que vous avez pu avoir Il y a clairement une gêne quand on commence à évoquer comme possible problème le coût. Ouais. Le coût du médicament. Merci Thierry Bourassa. Et dans les autres spécialités, certaines s'apprêtent à connaître des dilemmes similaires. Il y a pourtant une discipline qui a vécu cette situation dramatique, la dermatologie et les traitements du mélanome, qui sont aujourd'hui l'emblème de la fantastique réussite de l'onco-immunologie. Tout est-il devenu rose depuis? Pas certain. Le professeur Nicolas Meyer est un des dermatologues français qui connaît le mieux cette histoire. Nous l'avons rencontré à l'Oncopole de Toulouse. Ça a été le premier cancer pour lequel il y a eu une preuve clinique des concepts d'immunothérapie par inhibition des points de contrôle immunitaire et qui a le plus bénéficié de ces traitements au cours des dernières années, avec une très nette amélioration du pronostic et maintenant des maladies qui sont en train de se chroniciser et un contexte de maladie dans lequel on en vient à se poser des questions qui sont des questions de riches, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire quand le traitement marche tellement bien qu'il n'y a plus de tumeurs identifiables, plus de métastases et que finalement on peut commencer à réfléchir à arrêter le traitement. Donc c'est une vraie révolution à la fois pour l'oncodermatologie mais aussi pour l'oncologie en général parce que ces concepts ont progressivement glissé vers d'autres cancers. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille mais ça a été un enchaînement de réussite, un enchaînement d'amélioration, un enchaînement d'augmentation de tous les espoirs que l'on a pour nos patients puisque au cours des 10 dernières années on a finalement vu très peu d'études négatives et à chaque fois qu'on avait des nouveaux résultats d'études, c'était associé à une amélioration de l'efficacité, de la durée de l'efficacité, de la probabilité de réponse. Donc ça a été un enchaînement de belles réussites, mais ça a été également un enchaînement de questionnements nouveaux sur les modalités d'accès aux molécules et sur la façon dont on doit indiquer, utiliser et financer ces nouveaux médicaments. Ils m'ont appelé quand même de la radio. Oui, merci de nous mettre la flèche. La difficulté à l'heure actuelle sur les nouvelles indications des médicaments innovants, elle se situe dans les modalités de financement, puisque les modalités de financement sur les molécules très coûteuses tiennent compte de l'indication telle qu'elle est définie dans l'autorisation de mise sur le marché et ensuite dans les conditions de financement de la molécule. Toute la problématique est que le temps administratif est toujours en retard sur le temps scientifique pour la bonne et simple raison que ce sont les données scientifiques qui vont permettre la modification du contexte administratif qui régule la molécule. Et qu'ensuite, il faut que les instances régulatrices et les instances de contrôle du médicament puissent avoir le temps d'instruire les dossiers de façon à ce qu'il n'y ait pas de décision inconsidérée ou d'utilisation inadaptée des médicaments. Et ça pose des soucis sur le plan déontologique aux médecins parce que nous avons pour objectif professionnel et pour règle déontologique de proposer à nos patients l'option thérapeutique qui va lui donner le plus de chances de rester en bonne santé. Et cette option thérapeutique, elle est définie par des résultats scientifiques. Elle n'est pas définie par des critères administratifs ou réglementaires de financement des molécules. Donc ça pose des soucis parce qu'il y a un petit décalage et que nous sommes dans une période dans laquelle il y a une très forte innovation médicale avec des résultats scientifiques qui apparaissent très régulièrement et notamment pour les nouvelles indications, les nouveaux cancers qui se voudraient être traités par ces nouveaux médicaments mais qui n'ont pas encore l'autorisation réglementaire ou pour lesquels les modalités de financement n'ont pas été déterminées. Alors Thierry Lebray, la dermatologie chanceuse, l'urologie chanceuse un peu au début, la chance a tourné, puis toutes les autres disciplines.
on a de la peine à faire le tri parce que vous avez des formidables innovations, de formidables choses à nous dire, puis on revient toujours à cette espèce de... Alors vous appelez ça un grain de sable, ils appellent ça des problèmes administratifs. Enfin, c'est dur pour les gens les patients qui nous regardent. C'est très dur pour les patients, mais c'est également très dur pour les médecins. Aujourd'hui, si on reprend le serment d'Hippocrate, on a du mal à l'appliquer. Et ce n'est pas que sur les molécules. Nous avons en chirurgie une extraordinaire aventure qui s'appelle la robotique. Et aujourd'hui, l'accès à la robotique est freiné pour des problèmes de financement. Aujourd'hui, et j'espère me tromper, les choix politiques ne vont pas sur une aide financière pour avoir accès à l'innovation thérapeutique, quelle qu'elle soit. Il y a une volonté politique qui est nécessaire. Il n'y a aucun procès aujourd'hui, j'en ai ni la compétence ni la volonté, mais il va falloir réveiller le peuple français pour dire on veut avoir une santé et une médecine de qualité. Mais vous verrez tout à l'heure dans l'interview de Jean-Jacques Jambowski qui va suivre, que le problème d'argent, il est beaucoup moins important qu'on voudrait bien nous le faire croire. Là, il y a un problème administratif. Non, le problème d'argent, là je m'inscris en faux, mais on va en discuter après, l'intervention d'Jambowski, c'est de dire aujourd'hui, le financement, c'est au quotidien dans les hôpitaux. C'est le personnel, c'est l'innovation thérapeutique, on a l'impression aujourd'hui, en tant que chef de service, d'être des administrateurs financiers pour 50%. Et on reste bien sûr des thérapeutes, mais la pression financière est énorme. On fait quoi, Stéphane Oudard? Pour revenir sur le mélanome, c'est une révolution mais extraordinaire. Oui. Moi, quand je prends, donc, il y a environ 10 ans, les patients mouraient en 1 an, même pas, de leur mélanome métastatique. Aujourd'hui, il y en a 50% qui sont guéris à 5 ou 10 ans. Et dans le poumon, ça va être la même chose. Exactement. Donc je crois qu'il faut vraiment tirer parti de ces autres pathologies où on a fait un progrès formidable. Peut-être que dans la vessie, dans 5 ou 10 ans, on aura la même chose. Mais je crois qu'il ne faut pas arrêter de... Avant, il faut pouvoir traiter les médecins. Il faut traiter les patients et s'occuper des médecins et faire en sorte que tout ça marche. Je crois qu'il ne faut pas arrêter le développement de ces molécules dans la vessie parce que c'est ça, on est porté par cette recherche. Et là, c'est vrai que c'est compliqué. Et comme le disait Thierry, je crois que toute la partie financière est très importante et de plus en plus récurrente au quotidien. On va y venir, mais on retourne à l'INCa qui est au travail. On retrouve Muriel Dahan. L'innovation va plus vite que les structures, donc il faut que nous nous adaptions et l'Institut national du cancer a, depuis plusieurs mois, fait un certain nombre de propositions pour recoller les petits trous dans la raquette qui se sont constitués avec le temps, aussi bien, bien sûr, sur les questions d'extension d'AMM, avoir un accès très rapide dès lors qu'on a la certitude que ce médicament apporte quelque chose de nouveau, adapter les référentiels également de façon très réactive pour que les professionnels puissent accorder les stratégies thérapeutiques et puissent discuter en RCP avec ces nouveaux médicaments dans leur scope, et puis qu'on puisse éventuellement compléter des données insuffisantes qui n'ont pas permis, par exemple, à la Haute Autorité de Santé d'attribuer un SMR ou une ASMR, surtout de niveau suffisant. En général, c'est parce que le médicament a été autorisé de façon assez précoce. Donc le dossier arrive avec moins de données. Il faudrait qu'on puisse mettre en place des données, un suivi en vie réelle avec un coût partagé, de façon à ce que les patients aient accès aux médicaments et qu'on puisse malgré tout continuer à accumuler de la science pour permettre de valider la place de ce nouveau médicament dans cette nouvelle indication. C'est plein de bonne volonté, mais concrètement, dans l'histoire de ce cancer de la vessie, on est déjà au-delà de ça. Vous voyez quelle solution arriver ? Là, je pense qu'il va y avoir une prise de conscience que de toute façon, les patients sont derrière. On a cette patiente qui nous dit de façon très, très claire, elle va essayer de se battre et donc elle a adressé plusieurs messages. Si vous annoncez une association de patients, je pense
je pense que oui, elle a envie de créer cette association de patients pour essayer de se battre au quotidien et essayer de faire en sorte que la France puisse de nouveau retrouver son rang. La solution la plus tentante était de demander un effort à l'industrie pharmaceutique, mais là aussi ça coince. Écoutez l'opinion du docteur Jean-Jacques Zambrowski. C'est un de nos meilleurs économistes de la santé. Il devait être avec nous sur ce plateau, mais bien que victime d'un accident de la circulation, un accident orthopédique, il a voulu quand même être présent avec nous. Alors, on a tout à fait les moyens, naturellement. Le budget remboursement de soins de l'assurance maladie, c'est pratiquement 200 milliards par an pour les 66 millions de personnes qui habitent ce pays. Il y a un terrible gâchis, il y a un manque de contrôle, il y a un manque de rigueur. Mais si simplement on récupérait une partie des dépenses indues, des remboursements invraisemblables, un petit peu de discipline de la part des patients comme de la part des professionnels, on aurait largement de quoi payer l'innovation, au moins autant que dans les pays voisins. Il y a tout à fait ce qu'il faut, naturellement. Cela dit, on perd pied dans cette affaire. On perd pied par rapport à nos voisins. On était en tête sur l'innovation par rapport à d'autres pays. Et les Anglais, en particulier, ne cessaient de dire « La France est un pays leader sur l'innovation ». C'est terminé. Et nous sommes dépassés par tous nos voisins de l'Ouest européen. Messieurs, vous êtes des experts dont il parle, hein, des gens qui sont capables de s'asseoir autour de la table. On vous assoit autour de la table, là, justement, sur ce problème du cancer de la vessie ? Probablement pas assez. Probablement pas assez parce qu'effectivement, il y a une perte de contact avec le terrain, c'est-à-dire avec le quotidien que l'on vit aujourd'hui face à des patients qui sont atteints d'une maladie, encore une fois, un pronostic qui est très défavorable. Mais on est conscient du problème économique. Aujourd'hui, il est très clair que la technologie va très vite, et je reprendrai les mots de Muriel Dahan, elle va tellement vite qu'on perd pied. Elle va tellement vite qu'aujourd'hui, on sait qu'il va falloir, dans le diagnostic, mettre énormément d'argent. Chaque tumeur est différente, chaque homme est différent, mais il va falloir aller dans la biologie moléculaire, et donc ça va coûter très cher. Vous dites on perd pied, c'est l'institution qui perd pied, les médecins ne perdent pas pied là-dedans, ils suivent, même si ce n'est pas facile. Tout à fait, mais le coût que cela engendre est un coût, pour l'instant, que l'on ne peut pas estimer, parce que... Mais il est maîtrisé, regardez ce que dit Zambrowski sur... Zambrowski, c'est sûr, et avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est sûr ce qui se passe aujourd'hui et ce qui est passé hier. Demain, il va falloir avoir des diagnostics biologiques qui vont coûter très cher, des traitements qui vont être de plus en plus onéreux, pour une raison qui est très simple, c'est que la recherche coûte très cher. Et où je ne suis pas tout à fait d'accord avec le docteur Zambrowski, c'est sur les efforts que font les laboratoires, et encore une fois sans aucun lien avec eux aujourd'hui sur ces molécules-là, on voit qu'il y a énormément de recherches qui ne mènent à rien et que lorsqu'il y a une avancée, eh bien, il va falloir effectivement prendre en charge tout ce qui n'a pas marché sur le plan financier. Il va falloir rééquilibrer les choses. Il ne parlait pas de demain, il parle d'aujourd'hui. Il dit qu'aujourd'hui, on a les moyens de traiter vos patients. C'est pas ce que vous retenez, Stéphane Huygard, hein ? Oui, j'entends ça et je me suis dit, en fait, dans ces dépenses de santé, là, puisqu'il dit que pour l'instant, donc c'est stable au niveau du cancer, où est-ce que c'est pas stable ? Parce que du coup, ça m'effrayait un petit peu en me disant, donc on doit dépenser des sommes d'argent considérables pour des médicaments qui, visiblement, n'ont pas forcément lieu d'être, pour d'autres pathologies, je ne sais pas lesquelles. Et donc, je crois ce qu'il raconte, il est un expert sur ce plan-là. Donc, c'est vrai que... Il ne parle pas que des médicaments. Et j'étais assez surpris malgré tout sur le fait qu'en 10 ans, avec ces molécules qui sont de plus en plus chères, on est quand même passé de molécules qui coûtaient 100 € à maintenant des molécules qui coûtent 5 000 € par mois. Visiblement, pas de changement. Alors peut-être que du coup, les choix de ces traitements-là sont peut-être mieux adaptés par rapport aux patients, plus personnalisés. Ceci étant, je crois que c'est un problème de santé publique, oui. Thierry Lebray, Non, je vois sourire en plus. Oui, non, je souris parce que le chiffre qu'a donné Jean-Jacques Zambrowski, c'est le pourcentage. Ouais. Donc, si effectivement la galette augmente, tout augmente. Mais le pourcentage, effectivement, de 11% reste un pourcentage qui est stable. Alors, c'était déjà une forme de conclusion, cette interview de Jean-Jacques Zambrowski. Avant d'écouter vos conclusions, j'aimerais vous montrer un extrait de notre émission Les Jeudis de la Formation que nous avons réalisé en direct de l'ASCO cette année. Un de nos invités était le professeur Gilles Vassal, qui est directeur de la recherche de Gustave Roussy, à ce titre particulièrement concerné par l'accès à l'innovation. Un combat pour lequel il a une avance stratégique considérable, puisque rappelons qu'il est professeur de pédiatrie et qu'il mène depuis des années un combat sans relâche pour faire profiter les enfants des médications d'adultes. Et d'abord, je vais poser la question de savoir s'il y avait une perte de chance.
Bien sûr, c'est un risque. D'autant que les traitements coûtent de plus en plus cher. Il y a une vraie question d'égalité, d'équité, d'accès aux soins. C'est exactement ce que je vous disais. C'est la question absolument majeure. Ouais. Ce qui est fascinant dans ce congrès et dans les précédents, c'est la vitesse à laquelle des nouveaux traitements efficaces sont développés. Oui, mais le payeur ne va pas à la même vitesse. Voilà. Et maintenant, comment, à partir de ces médicaments qui apportent un bénéfice clair et net pour les patients, comment on fait en sorte que ces patients puissent vraiment avoir accès à ces médicaments. Je constate, et surtout je dis, il n'est pas acceptable que lorsqu'un médicament a une deuxième AMM, eh bien les patients en France ne puissent pas y avoir accès pendant 12 mois de négociation, alors que des patients ailleurs en Europe ont accès aux médicaments immédiatement. Il faut trouver des solutions. Ce n'est pas nous, oncologues, qui allons trouver des solutions. C'est des enjeux majeurs, c'est des enjeux de coûts, des enjeux de société. Mais c'est un enjeu qu'il faut embrasser au sens anglais du terme ensemble, parce que ce n'est pas acceptable que des patients n'aient pas accès à un médicament. Avant que les patients ne se révoltent, parce qu'on est toujours à la... Ce n'est pas une nation de révolte, c'est pour ça où les parents doivent aussi faire entendre leur voix. C'est ce qui se passe en oncologie pédiatrique. Et vous avez été un avant-gardiste avec la pédiatrie, parce que les parents sont venus dans l'affaire. Mais là, c'est tous les patients qui vont se... Mais oui, mais c'est important que les patients sachent qu'il y a des traitements nouveaux. Ça ne me dérange pas. Bien sûr que ça me dérange. Non, ça vous dérange pas que cette information, qui était toujours confidentielle, cantonnée au corps médical, sorte maintenant dans le grand public en disant il y a des... C'est normal. Okay. Il y a quelques années, les patients qui souffraient du sida, ils ont fait entendre leur voix et ça a changé. Et bien maintenant, il faut que les patients qui ont un cancer, qui sont en échec thérapeutique, soient informés de ce qui se passe. Ils ont droit à une information et puissent faire entendre leur voix lorsque l'accès aux traitements innovants qui peuvent leur apporter un bénéfice ne sont pas disponibles. Alors vous allez mettre vos patients dans la rue, là. C'est tout le monde. On va converger, hein. On va converger. On ne sait pas de la faute de qui c'est, mais on sait que c'est un petit grain de sable. Ce grain de sable, on n'y touche pas. Donc on va mettre les patients en première ligne. Non, je crois qu'il faut qu'ils se regroupent en termes d'associations de patients pour faire parler de leur maladie, du diagnostic. Mais appareil par appareil ? C'est-à-dire je crois que c'est assez spécifique. Oui, c'est spécifique d'une maladie, d'une pathologie. Et il y a l'association pour le cancer de la prostate, VESI, etc. Je pense que oui, ces deux pathologies sont vraiment différentes. Les médicaments sont différents, l'approche est différente. Donc je pense qu'on peut difficilement mélanger tous les groupes de patients. Vous exigez que les choses... parce que c'est un mot comme ça que j'aimerais entendre dans votre bouche, Thierry Lebret, président de l'AFU. Vous exigez que les choses avancent ? Alors, on exige de pouvoir accès à l'innovation thérapeutique, c'est certain. Maintenant... Non, mais on parle de ce médicament-là. Oui, parce oui, que on a fait, c'est vrai, une présentation générale, mais là, vous nous avez alerté sur un cas particulier. Bon, on est sur un cas particulier. On est sur un cas particulier qui touche une pathologie particulière et pour lequel il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après l'échec de la chimiothérapie sur les patients qui n'ont pas répondu à l'arme première et qui guérit la grande majorité quand même des cancers qui reste la chirurgie. Mais lorsque on a une maladie qui est trop évoluée et que l'on ne répond pas à la chimiothérapie, aujourd'hui, il n'y a rien. Et donc, le terme exigé est probablement violent, il ne faut pas qu'il soit mal interprété, mais c'est la conviction des médecins que nous sommes de ne pas pouvoir donner sur 25-30% des patients, oui. Eh bien, ce qu'on a vu sur le reportage. Alors, on est début juillet, Stéphane Oudard, notre ami dit « je ne veux pas exiger », mais vous dites quoi, vous ? Il faut que ça soit dans les mois, dans les semaines, vous attendez une décision ? Alors, pour ce médicament-là dont on parle, le laboratoire a mis en place, il y a 6 mois, un programme compassionnel pour donner aux patients accès à cette molécule. Et puis ce programme s'est arrêté en raison de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et c'est vrai que là, on est un peu dans un vide thérapeutique où les patients arrivent et qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'est une question qui est ouverte, je n'ai pas la réponse. Je crois que c'est vraiment se mettre autour d'une table pour discuter. Mais vous ensemble. Le faites ? C'est en train de se faire ? Vous interpellez la ministre ? Comment ça se passe ? Parce qu'on sait fort bien qu'on a une ministre qui est un grand médecin, qui comprend parfaitement ces situations-là. Vous avez... Oui, qui est cancérologue. Qui est de base cancérologue. Hein. Et alors, donc, vous avez accès Oui. Alors, très clairement, on fait entendre notre voix. La preuve, on est ici, à titre totalement bénévole, pour crier un petit peu. Et effectivement, la pression va monter pour que, en termes non pas d'années, ni de mois, mais en termes de semaines, on ait accès à cette innovation qui est l'immunothérapie. Et elle a eu lieu en dermatologie, elle a eu lieu aussi en oncopneumologie,
Et donc là, nous n'allons pas rester les bras croisés face à effectivement ce que l'on vit comme une injustice, puisque on a ce qu'on appelle une phase 3, c'est-à-dire une étude qui montre bien le bénéfice, on a une autorisation de mise sur le marché, et donc il faut absolument qu'on ait accès à cette molécule. Confiant, mais vigilant. Confiant, vigilant. De toute façon, on a un ministre qui est médecin, qui a connu le problème en cancérologie en tant qu'hématologiste. Donc, elle connaît très, très bien la situation, elle connaît très bien le système de santé. Donc, je pense qu'elle est très vigilante à tout ce qui se passe actuellement. Oui, mais elle a une administration qui n'est pas facile à bouger, même si elle le sait. Donc, vous êtes là pour la faire bouger. On va essayer. Merci, cette émission se termine. On peut conclure en disant que aucune institution politique, scientifique ou économique, quelle qu'elle soit, ne peut freiner l'innovation. L'innovation, elle est inscrite dans l'ADN de l'homme. En revanche, une réforme urgente des structures semble s'imposer. La santé en question se propose désormais de faire régulièrement le point sur cet aspect. Merci à tous ceux qui ont participé au reportage sur cette première émission sous la direction de Thierry Borsat. Merci à vous, Thierry Lebret et Stéphane Houdard, de nous avoir d'abord alertés, puis accepté de commenter ces préoccupations nouvelles pour des gens dont le seul but est de soulager et de soigner. Merci à vous, fidèles internautes, que vous soyez médecins, patients ou tout simplement intéressés par les questions de santé. Cette émission aura un prolongement sur nos sites Fréquence M et Pourquoi Docteur. À très bientôt également sur notre chaîne YouTube, Fréquence Médicale. N'oubliez pas de liker cette émission et surtout de faire savoir que ce nouvel espace de discussion existe. En attendant le plaisir de vous retrouver, portez-vous bien.